Merci à tous d'être présents. Dernière conférence du jour sur la chirurgie des scolioses lombaires dégénératives. Et je vais vous la présenter sous une forme des questions les plus fréquentes que l'on me pose dans ce domaine. Cette conférence, je l'avais fait il y a 10 ans, sur ma première année d'installation. Ok, ça y est, je suis vieux, c'est ma 10e année. Et les gens avaient dit « Ouais, c'était une bonne conférence, mais on viendra te voir quand on aura fait un peu plus quand même des opérations sur les scolioses. On viendra te voir quand on aura fait pendant 10 ans. » Bah ça y est, j'en ai fait 10 ans. Et donc, maintenant, je fais des conférences qui sont pas très scientifiques, mais qui sont un peu plus pragmatiques, qui répondent à des questions que vous vous posez, en fait des questions qu'on m'a posées plusieurs fois, et qui me semblent les questions les plus judicieuses. Alors bien sûr, c'est ouvert à toutes les questions que vous voulez, mais c'est les questions que j'ai eues le plus fréquemment. La question, c'est est-ce que c'est simple, la scoliose lombaire dégénérative? Est-ce qu'il y a une prise en charge uniciste? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tous les experts font pareil? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que j'en opère beaucoup? Est-ce qu'il y a des centres où ils en opèrent sûrement plus que moi? Ils ont peut-être raison, peut-être tort. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est dangereux comme chirurgie? Est-ce que ça a beaucoup changé en 10 ans? Pour moi, oui, ça a beaucoup changé en 10 ans. Et je les ai un petit peu... je l'ai fait de façon chronologique sur qu'est-ce que j'ai fait au début, qu'est-ce que j'ai fait il y a 3-4 ans et comment je fais aujourd'hui. Et est-ce que ça donne aux patients une vie normale? Ok, ça c'est pas une question facile parce que c'est quoi une vie normale? Donc il y a un problème de sémantique aussi, mais est-ce que c'est pas si mal que ça? Dans cette pathologie, on a un problème donc, déjà de faire le diagnostic, de bien évaluer les gens en fait. Est-ce qu'il faut bien évaluer l'aspect neurologique, bien évaluer la douleur et bien évaluer la qualité de vie? La qualité de vie, les scores de qualité de vie, je vais vous les montrer, mais je vous enlève déjà tout de suite une question. Moi, personnellement, je ne les utilise pas du tout en pratique clinique. Je les ai vus dans toutes les études scientifiques. Il y a des feuilles à remplir, il y a le SF22, il y a plein de choses comme ça. Il y avait une époque où c'était super bien. On avait un étudiant, on donnait un iPad aux patients, remplissait les questions de la qualité de vie. C'est très beau, c'est très bien sur des études scientifiques et des papiers scientifiques, mais hélas, moi, aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, je ne le fais pas vraiment. Je me suis un peu aidé pour poser les bonnes questions aux beaux patients, mais c'est plus à force de poser certaines questions qui me semblent majeures pour l'avenir de ces gens, plutôt que de faire des scores. Donc, c'est très bien, mais je ne vais pas vous mentir, moi, je ne les fais pas, les scores de qualité de vie. Je ne sais pas si vous les faites dans votre pratique de tous les jours, mais déjà, la 4e partie, on en parle, mais en fait, on ne le fait pas vraiment. Pour comprendre ce que c'est que la scoliose lombaire dégénérative, généralement, on peut retrouver dans l'étude, il faut avoir à peu près 50 ans, mais les critères de l'âge, ce n'est pas prédominant. Moi, je les ai regroupés en 3 catégories de ce que je comprends dans ma pratique clinique. Il y a des gens qui n'avaient rien en fait, qui n'avaient pas de scoliose, qui n'avaient pas spécialement de problème de dos. On a des radios d'avant. Et ils avaient un petit problème de discopathie et soit avec la ménopause, soit une andropause, soit une pénibilité au travail, tout ça, le rachis lombaire s'est mis à déconner franchement, à se tordre et à aller pas bien. Et on est sur de la vraie scoliose lombaire dégénérative. C'est ma première catégorie de patients. Ce n'est pas une classification internationale, c'est une classification journée type 1. Après, j'ai des gens qui ont des scolioses parce qu'ils m'ont amené leurs gamins, qui ont toujours eu des scolioses, qui ont été traités, qui ont été soignés, qui ont eu des corsets, qui ont eu plein de trucs. Et puis, en fait, comme vous pouvez le voir mieux, ils n'ont jamais été opérés. Et tenez-vous bien, contrairement à ce que disent tous les chirurgiens, que si vous avez 50 degrés de scoliose, il faut se faire opérer, c'est des gens, ils vont très bien pendant des années. Ils n'ont aucun problème. Moi, j'ai des patients, ils ont 2 fois 50 degrés. En fait, ils ont un équilibre sagittal préservé, en fait, ils ont une hygiène de vie qui est préservée, et ils n'ont pas de problème. Et en fait, quand ils avaient 15-16 ans, on leur a dit « Est-ce que tu te fais opérer, pas opérer ?» Ils n'ont pas été opérés pour X raisons, et ce n'est pas la question, en fait. Et ils étaient très bien pendant des années. Je les vois, ils ont 50 ans, et ils me disent « Bah écoutez, ouais, j'ai une scoliose. » Il y en a même qui ne le savaient pas forcément. Ça m'arrive de temps en temps, de dépistage, cette semaine, 35 ans, 2 fois 40 degrés, bonjour, j'ai une scoliose, je viens savoir ce qu'il faut penser d'une scoliose. Et certains se mettent à aller pas bien. Et ça, c'est une dame qu'on a opérée cette année. Donc, et puis, elle se mettait à aller pas bien, elle avait un déséquilibre transversal, elle souffrait, elle a des douleurs tous les jours, elle a un impact sur sa vie professionnelle, elle en peut plus, ça fait 2-3 ans qu'on la connaît quand même, on a quand même essayé plein d'autres choses avant de lui proposer une intervention, puis ça va pas. Donc ça, c'est ce que j'appelle des gens qui ont une scoliose et puis ça se met à aller pas bien. D'accord? C'est mon espèce de type 2. Et mon type 3, c'est des jeunes qui ont été opérés, adolescents, par des orthopédistes pédiatres comme moi. Ils ont été opérés entre 10 et 15 ans. Et on les retrouve à la consultation adulte 20 ans plus tard. Et alors là, attention, ça déménage. Ça, c'est compliqué en fait. Et on fait cette année, sur le congrès de Bricorama des orthopédistes, notre grand congrès national, on fait une grande journée sur justement l'aspect transitionnel de qu'est-ce que deviennent ces adolescents qui ont été traités en orthopédie pédiatrique, que deviennent-ils adultes.
Et ben alors ça, c'est des vrais sujets. Ça, c'est des trucs très compliqués en fait. Il y a des aspects de pourquoi ils ont été opérés à l'époque, comment ils ont été opérés, avec quel matériel, comment ils ont été pris en charge, est-ce qu'ils avaient été rééduqués, est-ce qu'on leur avait proposé des corsets, qu'est-ce que ça avait été fait dans tel service à tel endroit. Ça fait tellement de questions compliquées. Est-ce que moi j'ai des gens qui viennent d'Afrique centrale, qui ont été opérés en France, qu'on ne les a pas vus pendant 15 ans, donc on a des dossiers complètement improbables. Et avec des vraies histoires compliquées. On a des gens dans le sud de l'Espagne et au Portugal qui sont tous opérés parce qu'ils n'ont jamais vu un corset de leur vie. Ok, super. Il y a des adolescents qu'on n'a jamais mis de corset, ou il y a des chirurgiens qui pensent que de toute façon ça ne sert à rien de mettre des corsets à des adolescents et qu'il vaut mieux tous les opérer. Des gens que moi j'ai vus, dont je connais les familles, et qui viennent en France et qui disent « Ah, c'est marrant en fait, en France on fait des corsets à des adolescents ». Des gens qui sont à 1000 km de nous en fait. Donc c'est des histoires très souvent compliquées, et ça c'est un autre cas que je vous montre, c'est mon type 3 de dos qui se met à déconner après avoir été opéré du dos. Et on sait très bien que quand on rentre dans la chirurgie, en particulier dans la scoliose, ça va être générateur de problèmes futurs en fait. La seule question qu'on se pose, c'est dans combien de temps? Dans combien de temps vous aurez des problèmes? Est-ce que vous en aurez jamais? Et j'en ai vu des gens avec des tiges de Harrington, ils les ont depuis 40 ans, ils n'ont rien. Et pourquoi? Parce que je les ai examinés, parce qu'ils m'ont amené leur enfant, parce qu'ils ont des scolioses qui sont d'origine familiale. Et ils me disent, bah, j'ai jamais été emmerdé, j'ai été opéré comme ça à telle époque par telle personne, j'ai été opéré par Dubousset, j'ai été opéré par machin, un truc comme ça, et ils vont hyper bien. Et on n'en entend jamais parler, et ils ont été peut-être des fois fusionnés de haut en bas, ou ils avaient un dos de type 1 au départ, et puis finalement le dernier disque qui était libre n'a pas posé problème, donc c'est pas si simple. C'est comme ça que moi je les regroupe. Évidemment, il y a plein de classifications, et ça c'est ce qui me semble pour moi un petit peu parlant cliniquement. Il faut bien les examiner. Bien les examiner, eh ben, oui, il faut quand même faire un petit examen neurologique, pas si sommaire que ça, et moi, ils vont tous avoir des électromyogrammes, ils vont avoir un examen clinique, un examen moteur, un examen de sensibilité. Pour moi, j'ai un problème, c'est-à-dire que quand une douleur neurologique est présente, depuis combien de temps c'est présent, c'est un vrai défi. C'est-à-dire que si ça fait une semaine que vous avez une sciatique, c'est pas la même chose que moi, j'ai des personnes qui me disent, ça fait 5 ans que j'ai cette douleur lancinante dans la jambe. Je ne sais pas dans quel état sont vos nerfs, dans combien de temps il a été comprimé, quel est ce qui reste d'axone ou de myéline dans votre nerf, est-ce que l'électromyogramme est peut-être normal ou simplement ralenti ou j'en sais rien. Et c'est sûr que c'est pas la même chose. Comment promettre à un patient qui a mal depuis 10 ans dans la jambe qu'avec une opération ça va le faire? On posera la question à mes collègues neurochirurgiens, moi j'ai pas la réponse. Écoutez, j'ai pas la prétention de vous dire qu'en quelques heures de chirurgie et des soins fussent-ils bien faits, ça va régler tous vos problèmes. La plupart du temps, peut-être que les neurochirurgiens sont plus des festistes, ils disent c'est foutu, en fait, le nerf il est abîmé, on n'en parle plus, et alors à ce moment-là, pourquoi se faire opérer? Donc cette évaluation neurologique dans la scoliose, bah, c'est prédominant parce que ça va nous faire prendre des décisions. Et la douleur, comment comprendre la douleur des gens? La douleur, il n'y a rien de plus subjectif, c'est tellement compliqué. Pourquoi il y a des gens qui, comme on le disait tout à l'heure, ils ont des discopathies dégénératives, ça ne va pas du tout, et il y en a d'autres, tout va bien, avec des disques ruinés, ou je ne sais pas comment. Est-ce que, moi j'ai besoin de comprendre, est-ce que la douleur elle est d'origine neurologique? Est-ce que la douleur elle est d'origine mécanique? Est-ce que la douleur elle est d'origine inflammatoire? Est-ce que j'utilise vraiment les échelles? Bah, c'est pas si évident que ça. Est-ce que les patients, vous leur demandez d'utiliser des échelles, des petites figurines? Non, bon, ça marche pas très bien. Et puis il y a des gens qui sont résistants à la douleur, il y en a qui finalement supportent rien. Et puis est-ce que les traitements qu'on a envisagés ont été efficaces? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bien soulagés par des traitements anti-inflammatoires ou des traitements antalgiques ou des médicaments à visée neurologique? Est-ce que le TENS va marcher, tout ça? Et ça, j'ai besoin de savoir parce que moi, ce que je vais peut-être proposer derrière, c'est un traitement chirurgical. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est des gens qui vont supporter la chirurgie ou est-ce qu'ils vont avoir une douleur abominable? Donc cette évaluation de la douleur, pour moi, elle est prépondérante au départ. Et c'est ce qui fait toute la subjectivité de l'expression de cette douleur entre le vocabulaire qu'ils utilisent et puis la réalité des choses. Et comment ils vont supporter tout ça. La qualité de vie, bah, je vous ai dit, ouais, c'est super, il y a des super scores. Bah, je ne sais pas, peut-être que mes confrères les utilisent. Je les regarde à chaque fois, un petit peu ébahi. Est-ce que je devrais les faire remplir à tous mes patients avant, pendant, après l'opération, à J1 post-op, à 3 mois, à 6 mois? Je les ai lus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est bien de comprendre chez mes patients, mais je ne vais pas vous mentir, je ne les utilise pas en fait. Je devrais peut-être. Deuxième grande question. Est-ce que je fais ça souvent? Est-ce que Alexandre Journet est un fou furieux et opère tous les gens qui ont une scoliose? Donc vous voyez, vous dites, Monsieur Journet, il ne fout pas grand-chose, il fait 120 consultations par an. Alors je vous ai regroupé de ce que j'estime être des consultations de scoliose lombaire, soit les 3 types que je décris,
Et en fait, sur à peu près 42 semaines ouvertes dans l'année, j'en vois à peu près 2 à 3 par semaine. De vraies scolioses lombaires dégénératives, ou après une chirurgie, ou une scoliose ancienne qui n'a jamais été opérée, des choses comme ça. Donc on va dire entre 100 et 120 consultations. Et finalement, la grande majorité des gens ne sont pas opérés. Okay. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser tous les autres traitements qu'il y a avant. La question c'est, est-ce que j'aurais pu savoir si au début, ils finiront opérés ou pas? C'est difficile. Est-ce que je leur fais gagner du temps ou est-ce qu'ils ne seront jamais opérés? Ça, c'est pas une question facile. Mais tout à l'heure, Jean-François disait, je ne comprends pas, vous dites les corsets, c'est le traitement d'épreuve. Non, il y a des traitements purs et durs de personnes qui ont des scolioses, qui ont des corsets ou de la rééducation et que je revois pas forcément. Et soit parce qu'ils se sont fait opérer ailleurs, vous allez me dire, ou soit parce que ça va peut-être bien quand même. D'accord? Donc, la plupart des gens, ils ont quand même beaucoup de traitements conservateurs. Après, il y a un bémol. Si c'est un patient qui m'est adressé par un confrère neurochirurgien qui a déjà fait tout le panel, ou un confrère MPR qui a déjà fait tout le panel des traitements conservateurs, évidemment, ils auront plus de probabilité d'être opérés. Mais la réalité des choses, c'est que je ne vois pas que des patients adressés par des confrères, et que la plupart des gens que je vais voir, 7 à 8 patients sur 10, on ne va pas leur proposer de chirurgie. Et surtout pas d'emblée. C'est exceptionnel que je vois quelqu'un, et que dès la première consultation, je vais dire, écoutez, on va vous opérer la semaine prochaine. Ça, c'est hyper compliqué parce que déjà, on ne connaît pas les gens. C'est hyper compliqué en une consultation, fût-elle d'une demi-heure, ce qui est rare pour une consultation d'orthopédie, de pouvoir dire c'est bon, on va vous opérer rapidement, tout ça. Ça va vraiment dépendre de l'histoire. Mais une grande partie des gens, on va arriver à trouver comme des solutions, et en adressant soit un MPR, soit en prenant d'autres solutions. Et puis, vous voyez, dans l'année, donc sur mes 120 consultations ou une centaine de consultations que j'estime des consultations de scoliose lombaire dégénérative, voilà, j'ai regardé cette année, on en a fait 17. Bon, ça ne fait pas beaucoup finalement. Mais attention, ce qui est compliqué, c'est qu'on en fait 17, mais eux, ils payent un beaucoup plus lourd tribut que les confrères. C'est-à-dire qu'ils sont souvent opérés 2, 3, 4, 5 ou 6 fois. Donc c'est des gens qui mettent le doigt dans un engrenage où c'est compliqué. C'est exceptionnel d'arriver en une seule intervention à régler un problème de scoliose lombaire dégénérative. Alors, il y a une volonté chirurgicale, des fois, nous, de séparer les opérations qui auraient pu être faites en une fois. Et c'est vrai que certaines opérations pourraient être réglées en une fois. Mais ça fait fi de toutes les complications possibles. C'est-à-dire que le patient ne sera jamais repris, c'est parfait d'emblée, tout ça. C'est super, j'ai toujours envie de dire. Et c'est très compliqué pour des patients parce que venir et se dire je vais me faire opérer 2 ou 3 fois, c'est pour un chirurgien, on arrive à le comprendre parce qu'on le fait, mais dans la réalité des choses, quand vous venez avec un problème, vous espérez, et c'est normal, d'avoir le problème réglé en une fois. J'ai vu cette semaine une patiente qui a déjà eu 8 opérations dans sa vie sur le dos. C'est quand même qu'il y a un problème. C'est quand même pas normal d'opérer les gens autant de fois. C'est qu'on n'a pas résolu les choses. Je veux bien qu'on arrive à comprendre le chemin, l'histoire et tout ça, mais quand je vois quelqu'un, je dis, vous savez, on va déjà vous opérer 2 fois, ce sera peut-être une 3e fois parce qu'il y aura peut-être un problème. C'est quand même difficile à digérer. Et je trouve ça normal parce que moi, personnellement, j'ai un problème de santé, je vais voir un chirurgien, j'aimerais dire, si j'ai ma cataracte, vous me dites, vous allez me opérer 6 fois les yeux, excusez-moi, mais je vais voir parce que j'ai ma coxarthrodonte comme mon père, je vais vous opérer 6 fois ou 3 fois. C'est quand même déjà assez particulier. J'espère bien que le chirurgien va être assez bon pour me le faire en une fois. Donc déjà, leur faire accepter 2 interventions, alors peut-être parce que c'est une volonté des chirurgiens, et peut-être qu'il y a des chirurgiens qui sont beaucoup plus brillants que moi et qui font tout en une fois, ou peut-être qu'il y a aussi une réalité des choses, c'est peut-être pas si simple. Est-ce que c'est dangereux et c'est difficile? Ouais, on a tout, c'est bien. Dans la chirurgie de la scoliose, on a droit à tous les problèmes possibles. Alors moi, je dis toujours aux gens, vous savez, il y a pas mal de types d'opérations dans la vie. Il y a la chirurgie cardiaque, si ça se passe mal, vous êtes mort. Il y a la chirurgie neurochirurgie, la vraie neurochirurgie crânienne ou sur des nerfs ou une tumeur médulaire, des choses comme ça. Si ça ne va pas, vous êtes paralysé. Et puis après, il y a la chirurgie de la scoliose que je fais moi. C'est-à-dire que vous avez le droit peut-être de faire une infection. Ça, on va arriver à la nettoyer, mais vous verrez comme un certain nombre de fois un infectiologue et ce n'est pas très plaisant. Mais généralement, on arrive à s'en tirer. On peut faire des hématomes. Vous voyez, j'ai un super hématome en consultation, on se régale. On a des méningocèles, c'est-à-dire que quand on a fait des bêtises avec la dure-mère, des fois, ça ne va pas bien. Et à ce moment-là, je suis bien content d'avoir des confrères neurochirurgiens qui s'occupent bien des choses. On a aussi, faisant des opérations qui ne sont pas très anatomiques en soi, c'est-à-dire de bloquer des bouts de dos, des pseudarthros, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire fusionner les vertèbres et ça ne marche pas. Là, je vous ai mis un superbe raté du docteur Journet où, en L5-S1, on a essayé de greffer un rachis lombaire sur un bassin et ça a complètement foiré. On a eu le droit de le réopérer. Et pour le coup, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut redisséquer les vanilliaques qui, pour le coup, n'aiment pas beaucoup qu'on aille les voir. Et puis, de temps en temps, on met aussi des vis de travers. Là, pour le coup, vous voyez, j'ai mis une vis dans un foramen, super. Paralysie de L5, direct. C'est magique. Donc, ça ne marche pas non plus. Et en 10 ans, j'ai eu un décès quand même. Ça arrive. Alors, décès qui n'est pas direct. C'est une patiente qui a fait un AVC 48 heures après son intervention. Elle a fait une hémiplégie. La famille a voulu donner ses organes. Donc,
On a toujours dit c'est pas la faute du docteur Journet, mais finalement cette patiente, on a décidé de l'opérer, elle avait 75 ans, je lui ai fait une chirurgie lombaire, 2 jours après elle a fait un AVC, et pour la famille, le résultat, même cette patiente est morte. Donc voilà, c'est des choses à porter, donc c'est pas si simple, c'est une décision qui est lourde à prendre. Vous allez me dire un décès en disant ça fait pas beaucoup, enfin on s'en souvient quand même. Est-ce que pendant les 10 dernières années, ça a changé un peu la chirurgie? Vous voyez, à chaque fois j'ai posé la question à tous les orateurs, vous avez l'impression que ça s'améliore, et les corsets ça s'améliore, je suis content de voir que ça s'améliore. L'anesthésie, oui, ça s'améliore. Il y a 10 ans de ça, on avait beaucoup commencé par planifier les opérations, c'est-à-dire de se dire qu'on va essayer de tout faire à l'avance. Moi, je mesure mes vis, je mesure les tiges que je dois mettre aux gens, j'essaie de repérer où est-ce que je dois casser l'os, où est-ce que je dois libérer les nerfs. Ça, c'est ce qu'on faisait déjà il y a 10 ans. Il y a plusieurs sociétés qui vendent des choses de matériel, c'est pas si mal. Après, ça c'était plutôt ancien, mais nous on ne l'a pas eu tout de suite et on a fait beaucoup de neuromonitoring, ce qui nous permet de savoir si je fais des bêtises pendant les opérations. Et ça c'est l'utilisation quotidienne maintenant. Et puis ce matin, Michael a fait un très bon topo sur la neuronavigation, je vais pas revenir dessus, mais nous ça fait qu'1 an qu'on l'a. Et vous voyez que finalement, ça nous a quand même permis d'avoir une bonne sécurité patient, mais si on met tout bout à bout, ça a quand même coûté un petit million d'euros à Elsan. Si on compte l'ampli, les consommables, la table carbone, les caméras, les trucs, les machins. Donc vous voyez, c'est pas à la portée de toutes les bourses en fait. On est très content d'être suffisamment de chirurgiens pour justifier ces investissements-là. On est très content de s'améliorer pour les patients, mais finalement, ça coûte beaucoup d'argent. D'accord? Ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que Michael l'a très bien fait ce matin. Donc c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait des navigations, on fait des scanners, on met des vis ou des choses comme ça. Ça, pour le coup, ça nous a évité de mettre les vis dans les nerfs. Pour moi, qui ne suis pas neurochirurgien, pour le coup, ça m'aide. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, je vous ai pris les 3 cas dont ce n'est pas tout à fait les mêmes. Là, la scoliose lombaire était pas majeure, on avait des troubles neurologiques importants. Puis bah, vous voyez, on fait des jolies tours Eiffel. D'accord? Et ça, c'était un patient de très forte corpulence, une chirurgie lombaire longue et douloureuse, et ça l'a vraiment bien amélioré. C'est un exemple entre guillemets classique de scoliose lombaire dégénérative. Il y a des gestes neurologiques indispensables pour libérer les nerfs qui sont avec des sténoses en 4-5, en 3-4, des choses comme ça. Là, j'ai pas eu besoin de faire des greffes antérieures parce que le rachis était déjà bien ankylosé et ne nécessitait pas de complément ou d'été antérieur. L'équilibre sagittal n'était pas catastrophique au départ. C'est probablement pour ça que ça va pas si mal. Et probablement parce qu'on a fait des gestes de libération neurologique et qu'on avait peur de créer des instabilités, qu'on a augmenté, disons, la chirurgie neurologique avec une stabilisation rachidienne. Voilà l'exemple de tout à l'heure. J'ai fait un petit montage parce qu'en radiologie, on n'avait pas été très bon sur les radios EO ce jour, donc j'ai construit ça. Ça, c'est pas mal. Ça prend quand même 4h30. Ça prend 2 séquences de navigation per op. La patiente va très bien. C'est un petit peu angoissant comme chirurgie. Et puis vous voyez là, on se dit, monsieur Journet, il réduit les scolioses, c'est pas parfaitissime quand même. On aurait envie que ça soit beaucoup plus droit, beaucoup plus beau. La patiente est contente, elle va bien, elle était en douleur depuis plus de 2 ans, on a beaucoup réfléchi, elle avait eu des corsets, elle a eu la rééducation, des choses comme ça, on a fait une chirurgie longue et douloureuse, et aujourd'hui, Dieu soit loué, les choses vont plutôt bien. Un autre cas, c'était la patiente qui, elle, a 42 ans, il a fallu rattraper les choses, et vous voyez là, on a créé un petit artifice, le matériel qui a été utilisé n'existe plus du tout. Et était engainé dans l'os parce qu'il y a une époque où on faisait très très bien les arthrodèses et tout était dans l'os, donc il a fallu creuser avec une fraise diamant pendant un peu plus d'1 heure pour retrouver les tiges déjà, pour pouvoir aller se coller dessus. J'ai reculé un peu plus de 2 ans pour l'opérer cette patiente. Puis c'est quand elle est venue vraiment dans l'arthrodouleur que j'ai fini par craquer et lui proposer une chirurgie. Mais elle n'est pas lombaire dégénérative et finalement avec de la navigation et un petit peu des efforts, on est arrivé à fusionner tous ces disques lombaires inférieurs qui la faisaient souffrir en permanence, elle ne pouvait plus bosser, plus rien faire. On a fait une petite greffe antérieure sur le bassin en L5-S1 pour s'assurer que le socle ne s'écrase pas. En fait, son équilibre sagittal est quand même un petit peu meilleur. Et Dieu soit loué, pour l'instant, elle ne souffre pas trop. Je suis toujours un peu inquiet de ce qui va se passer au-dessus, mais on est arrivé avec des artifices technologiques à rattraper. Idéalement, on aurait eu envie d'enlever l'ancien matériel, de tout refaire tout beau, tout propre. La réalité clinique, c'est que quand on a des tiges qui sont enfouies sous des montagnes d'os, c'est pas si évident que ça. Donc ça, pour le coup, il y a des années de ça, c'était hyper dangereux et grâce un peu à l'évolution technologique, on est arrivé à un peu simplifier le problème.
En tout cas, ça donne un résultat qui, du moins clinique, est satisfaisant. Et encore une fois, on ne demande pas aux gens de regarder que la radiographie, parce que pour le coup, l'interprétation n'est pas claire. Vous voyez, on a du matériel compliqué, du matériel ancien, on a des dominos, on a des choses un peu compliquées. Est-ce que ça donne une vie normale à mes patients? Le problème, c'est déjà de bien choisir les gens, de faire le bon diagnostic, de bien comprendre d'où vient la douleur, de bien comprendre la résistance à la douleur, de bien comprendre si c'est un problème qui est plutôt d'origine neurologique, mécanique ou inflammatoire, d'être sûr que c'est vraiment leur scoliose qui leur font mal et que ce n'est pas une petite crise d'arthrose temporaire de quelques mois. Le deuxième problème, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir de problème avec les opérations parce que les gens, ils étaient déjà pas très bien et chaque fois qu'on a une complication, la situation se détériore en fait. Si c'est opérer les gens pour leur coller une infection ou une vis dans L5, ça va moins bien derrière. Donc le challenge, il est là. Et le problème des opérations qu'on fait, qui sont des arthrodèses, c'est très joli sur le papier, mais la réalité des choses, c'est que ça donne un rachis qui ne bouge plus et qui est imposé dans une seule position, qui est plutôt une position érigée debout, qui est déjà pas la position assise. Et puis si en plus on est obligé de bloquer le bassin sur le rachis lombaire, c'est pas du tout les mêmes conséquences fonctionnelles. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des bonnes hanches pour compenser, clairement ça va pas. Et puis, qu'est-ce qu'en attendent les patients de ces opérations? C'est très compliqué. L'année dernière, j'ai eu un cas catastrophique d'un monsieur de 75 ans, très gentil. Il me dit, j'ai regardé une émission de télé sur des chirurgiens à Marseille. J'ai pris un train, je suis descendu, on m'a fait une arthrodèse T4 sacrum. Ok. Il est venu me voir, il me dit, je comprends pas, j'arrive plus à bouger. Ok. Et mon chirurgien ne veut plus me voir. Ok. Et mon kiné est désespéré. Ok. Vu une fois en consultation, opéré une semaine après, jamais revu, c'est un désastre. Sur le plan humain, ça a été hyper compliqué. C'est-à-dire que plus personne ne peut rattraper la situation. On a beau être chirurgien, sympa, voir que les vis ne sont pas mises de travers, c'est des vies qui sont détruites en fait. Et là, pour le coup, mal joué quoi. Donc, à chaque fois que je décide, je leur dis, vous savez, est-ce que vous avez bien compris que je vais vous bloquer le dos? Je vais vous donner du handicap. Vous avez compris ça? Donc ça, c'est pas la première consultation, parce que la première consultation, ils ont peur déjà. Est-ce qu'on les opère? On les opère pas. Et donc il faut que le message passe, et très souvent, ils ont besoin d'être accompagnés, parce que si en plus c'est des personnes âgées qui sont vulnérables par définition, c'est pas si simple. Et puis je leur promets un peu du mieux, j'espère leur faire du bien. Et heureusement, il y en a certains où ça se passe pas si mal. Donc, vous voyez, c'est un topo qui va vite, mais pour moi, j'ai besoin de comprendre d'où est l'origine de la douleur, pour essayer de bien comprendre le problème. J'ai besoin de faire tout ce qu'on doit faire avant. Et ça, c'est très compliqué parce que j'ai de moins en moins de correspondants. J'ai le sentiment que j'ai moins de MPR, moins de rhumato, moins de médecins traitants, choses comme ça, ou que finalement, je suis obligé de refaire tout le cheminement de plein de traitements, alors que, évidemment, ce serait beaucoup plus confortable pour moi si j'étais en fin de chaîne en disant, voilà, on m'envoie que des gens pour une opération. Non, c'est plus du tout comme ça. Hein. Donc il faut utiliser tout ce qu'on peut pour ne pas opérer ces gens-là pour que ça se passe bien sans opération. Et puis on fait tout pour que ça se passe bien pendant les opérations. C'est ce que disait Florent Sainteau, il faut bien anticiper les problèmes. C'est sûr que si vous arrivez avec une anémie, je ne sais pas quoi, la chirurgie va être compliquée. Il y a plein de choses à régler en amont et ça, il faut que je fasse confiance aux anesthésistes. Et puis heureusement, l'évolution technologique a été favorable pour nous et en fait en moins de 10 ans, on voit des choses majeures qui ont changé. J'espère que ça va changer. Peut-être qu'elle est condamnée, cette chirurgie-là, qu'on ne la fera plus. Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Et puis, on ne peut pas promettre la normalité à ces patients. C'est quand même compliqué. Vous venez, vous allez en souffrance, et puis on vous dit que ça ne sera jamais normal. Et ça, il faut quand même le verbaliser à l'avance. Moi, je trouve ça compliqué que vous récupériez ces patients sans qu'ils aient eu une explication de leur chirurgien, ou qu'on ne leur a pas dit qu'on leur avait bloqué un bout de dos, ou qu'on leur a rien expliqué du tout, ou que finalement les chirurgiens ne veulent plus les voir. Je pense que ça vous met dans une situation médicale hyper compliquée et on n'en est plus que dans les centres antidouleurs après, dont on connaît un accès très difficile. Donc, oui, on fait ces opérations-là, on essaie de les faire les mieux possible, mais c'est compliqué. Et ce n'est pas un gageur de normalité. Je vous remercie.